Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La Principauté de Monaco et l'Union européenne viennent de franchir un grand pas en matière de transparence fiscale avec la signature à Bruxelles d'un accord sur l'échange automatique d'informations. Nous allons souffler 3 bougies dans cette édition. Il y a 3 ans, les 2 éléphants de Baby et Népal ont été sauvés par la princesse Stéphanie et ont découvert leur nouveau paradis de Fontbonne. Le musée océanographique de Monaco propose de nouvelles animations pour les familles. La toute dernière en date s'appelle Immersive 360 degrés. Les meilleurs bacheliers de l'édition 2016 étaient à l'honneur lors d'une réception à l'ancien lycée technique et hôtelier de Monaco. Et enfin, nous ouvrirons une page culture avec l'exposition estivale de la galerie L'Entrepôt consacrée à l'art brut. Et vous découvrirez le portrait du sculpteur sur glace Mario Améger qui se met désormais à sculpter le bronze. Monaco et l'Union européenne viennent de signer à Bruxelles un accord sur l'échange automatique d'informations, échange qui permet à Monaco de se conformer aux standards internationaux en matière de transparence fiscale. Voyez ce reportage que nous avons réalisé sur place. Un accord de transparence fiscale signé en plein cœur de l'Europe par le ministre d'État Serge Tel, le ministre slovaque des Finances à Bruxelles, président du Conseil de l'Union européenne, Peter Casimir, et le commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, Pierre Moscovici. Très concrètement, cet accord prévoit que Monaco et les États membres de l'Union européenne échangeront automatiquement dès 2018 les informations relatives aux comptes financiers des non-résidents, informations collectées à compter du 1er janvier 2017. C'est une signature très importante pour nous. C'est un signal en Europe parce que Monaco est un partenaire pour l'Europe. La principauté défend les valeurs européennes. Nous croyons vraiment que la transparence dans les transactions doit faire partie de notre culture. On est en train aujourd'hui de signer cet accord fondamental sur la transparence fiscale, à la demande et au souhait, et conformément à la volonté du prince, de voir Monaco se réunir avec le concert des nations sur ces sujets-là. Mais on signe en parallèle et dans la même continuité de cette volonté de voir Monaco faire partie de cette grande famille de l'Europe, on continue les négociations avec l'Union européenne. La signature de cet accord est un élément important qui sera pris en compte évidemment dans la négociation, puisque parmi les autres sujets, nous souhaitons, nous, Monaco, disparaître des listes discriminatoires des États membres, et cet accord va nous le permettre. Cette signature s'inscrit dans un processus continu de transparence et constitue un nouvel exemple de la politique de la Principauté dans le domaine de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale. Désormais, Monaco est un partenaire de confiance. Monaco voit son rôle de place financière crédible et propre consacré et rejoint la norme internationale en la matière. Et je pense que c'est aussi une étape importante dans la négociation de ce que souhaite Monaco, c'est-à-dire un accord d'association avec l'Union européenne. Bref, c'est une relation encore plus forte qui se noue entre l'Union européenne et Monaco. C'est un accord qui est d'une importance réelle, mais aussi d'une grande importance symbolique et politique. Il a été porté par les autorités monégasques. J'avais eu l'occasion de m'en entretenir avec le prince quand je m'étais rendu à Monaco en février. Il est aujourd'hui signé par le ministre d'État et il manifeste cette volonté de rapprochement. Monaco participe ainsi à l'instauration d'une transparence fiscale totale et d'une coopération systématique entre les administrations fiscales au niveau européen. Elle adopte la norme commune de déclaration élaborée par l'OCDE à la demande du G20 et utilisée par l'Union européenne. Ces échanges respecteront strictement la confidentialité et la protection des données qui sont primordiales pour les professionnels et leurs clients. Cette signature concrétise une négociation qui a duré un peu moins de 3 ans entre une délégation monégasque et les représentants de l'Union européenne. L'actualité en bref avec Solar Impulse. Cet avion propulsé par l'énergie solaire devrait apercevoir la ligne d'arrivée. Solar Impulse vient d'atterrir ce mercredi à l'aéroport du Caire, 2 jours après avoir décollé d'Espagne. L'avion va bientôt entamer la 17e et dernière étape de son tour du monde après avoir récemment traversé l'Atlantique. Direction Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, d'où il était parti le 9 mars 2015.
Nous suivons régulièrement sur notre antenne leur évolution dans leur nouveau paradis de Fontbonne. Les 2 éléphants de Baby et Népal y sont arrivés il y a 3 ans à un anniversaire célébré en compagnie de leur protectrice, la princesse Stéphanie. Alexandra Pagny et Serge Prémont étaient présents. Voyez le reportage. 3 années se sont déjà écoulées depuis l'arrivée le 12 juillet 2013 des éléphantes Baby et Népal sur le domaine de Fontbonne. Leur histoire avait ému la princesse Stéphanie et après ces 3 ans de soins quotidiens, d'attention et de patience, les éléphantes sont aujourd'hui méconnaissables. À la fois physiquement, elles auraient pris près de 500 kilos depuis leur arrivée, mais également psychologiquement. La complicité, elle naît avec le respect aussi de l'un envers l'autre. Et voilà, quand je vois le chemin qu'on a parcouru depuis la première fois que je les ai vus à Lyon, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Et c'est juste du bonheur parce que c'est pour leur bien-être à elles. C'est pas pour moi le plaisir de monter sur un éléphant ou de jouer au dresseur. C'est pour leur bien-être à elles parce que là où elles étaient laissées à l'abandon et personne ne leur parlait, s'occupait d'elles. Et ils ont besoin de présence humaine. Et rien que pour faire les soins, le dressage qu'on fait, c'est pour pouvoir leur faire des soins s'il faut, de pouvoir les avoir sous contrôle s'il y a un moment de panique ou quoi. Donc et c'est vrai que Baby, ça a été beaucoup plus long parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé avant nous. Donc il faut y aller doucement et savoir écouter l'animal et voir ce qui vous répond. Balade dans un pré de 50 hectares, bain de boue et douche sous les yeux ébahis des invités. La princesse Stéphanie a souhaité montrer leur nouveau quotidien et ce qu'elle partage depuis maintenant 3 ans avec ses protégés. Et pour s'occuper au mieux de ces imposants pachydermes, elle a su s'entourer d'une équipe dévouée. Le soigneur Marcel Peters les accompagne depuis leur début à Fontbonne. Elles sont bien installées maintenant, elles sont libres, nous avons toute une équipe qui s'occupe d'elles. Vous savez, je pense que tous les animaux devraient recevoir la même attention. La princesse Stéphanie leur dédie beaucoup de son temps, d'argent. Toutes les ressources engagées dans ce projet sont indispensables. Nous avons un lieu magnifique dans ces montagnes. C'est parfait pour les éléphants. Nous avons aussi quelques chèvres, des poules, mais c'est vraiment pour les éléphants. Nous essayons aussi d'aider d'autres personnes à travers le monde, s'ils ont des ennuis, s'ils ont besoin de conseils avec les éléphants. La princesse Stéphanie s'est rendue à Bangkok, en Thaïlande, au Sri Lanka pour apporter son aide. Voilà où nous en sommes en 3 ans. Cet anniversaire était l'occasion de remercier l'ensemble des personnes qui ont soutenu l'association Baby et Népal depuis ses débuts. Et parmi elles, la vétérinaire Florence Olivier-Courtois qui suit ces éléphantes depuis plus de 15 ans. Ici, ils ont de l'espace, du relief. Il y a les tas de sable, elles se couchent, elles se lèvent, etc. Donc en fait, elles se musclent énormément et donc ça contribue énormément à leur bien-être physique, ça c'est une certitude. Il y a aussi des soins qui ont été repris, notamment des soins sur les pieds qui n'existaient plus dans les installations précédentes. Elles ont des beaux pieds qui sont parés très régulièrement en fonction des nécessités. La douche quotidienne aussi, ce qui fait qu'effectivement leur poil ressort. Népal avait une petite infection à la glande temporale qui ne pouvait pas être soignée dans l'installation précédente. Là, c'est parfait, c'est superbe, ça c'est parfaitement cicatrisé. Donc voilà, c'est physiquement déjà énorme. Et puis mentalement, effectivement, elles ont pris beaucoup de confiance en elles. Elles voient qu'on s'occupe d'elles comme il faut. Et Baby, qui était quand même un petit peu compliqué au niveau tempérament, est devenue très docile. Après, ça reste des éléphants, donc il faut être très vigilant, c'est évident, mais elles ont gagné en confiance et en bien-être psychologique également. Ces jeunes cinquantenaires ont encore de beaux jours à couler dans leur nouveau paradis et l'attention qu'elles ont pu donner en ce jour spécial à leurs soigneurs est la première preuve de l'amour qu'elles reçoivent aujourd'hui au quotidien. Comme chaque été, le musée océanographique de Monaco propose de nouvelles animations pour les familles. La dernière en date s'appelle Immersive 360 degrés. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal l'ont testé pour vous. Plongé dans les profondeurs bleues des mers et océans, mais sans masque ni bouteille ou palme, c'est l'aventure que propose en cet été 2016 le musée océanographique de Monaco. Immersive est un concept qui permet de découvrir un environnement en 360 degrés à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, mais les images projetées à l'intérieur sont bien réelles.
Nous allons inviter le grand public à mettre sur sa tête, comme un masque de plongée. En fait, c'est un casque Samsung Gear VR, qui est aussi appelé Oculus, que les visiteurs pourront donc installer sur leur tête. Une fois que le système est installé, nous pouvons lancer la réalité virtuelle et le visiteur peut se déplacer comme s'il était dans une palanquée en accompagnant son Altesse Sérénissime le prince Albert II en exploration sur les récifs de Tubataha. Regardez à droite, regardez à gauche, regardez la tortue en haut, le requin en bas à gauche, et il peut vraiment piloter à sa guise son exploration. Pour cette première, le musée océanographique nous emmène donc dans les eaux merveilleuses des Philippines. Plusieurs séances sont proposées chaque jour aux visiteurs du musée. C'était bien parce que on voyait des gens qui relâchaient des animaux et qui soignaient les animaux. Et des fois, on essayait de toucher les poissons et les requins, et sauf que on voyait notre main, mais on la voyait pas. Exceptionnel, franchement, on est complètement immergé, submergé d'ailleurs, parce qu'on est essentiellement sous l'eau. Moi, c'est une baffe, hein, franchement une baffe technique. La dernière fois que j'ai été bluffé comme ça, c'était au cinéma avec Avatar. Là, honnêtement, on est un cran dessus. C'était bien parce que dès qu'on tournait la tête, il y avait toujours quelque chose. Et en fait, on pouvait se lever, on se croyait vraiment dans l'événement. Et on voulait toucher les poissons et les animaux qu'il y avait dans la mer. Le musée océanographique ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Une autre animation sera bientôt disponible. Elle permettra cette fois de découvrir sur une tablette des éléments virtuels, mais dans le décor historique et bien réel du musée, à l'image de cette immense baleine qui semble voler dans la grande salle de conférence. Les meilleurs bacheliers de l'édition 2016 ont été récompensés lors d'une cérémonie en leur honneur mardi soir à l'ancien lycée technique et hôtelier de Monaco, en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Un moment émouvant que nous fait revivre Christine Datomel. Les résultats tout à fait exceptionnels de l'an passé se confirment cette année encore. Ils étaient plus de 60 à être distingués lors de cette cérémonie donnée en l'honneur de tout le travail fourni tout au long de cette année scolaire. Une année capitale pour l'avenir de ces jeunes lycéens, tous récompensés pour leur mention très bien au baccalauréat. Beaucoup de travail personnel et à l'approche du bac, il y a beaucoup de pression. Qu'est-ce qu'on ressent ? Surtout du soulagement, et puis on est fiers, on est content. Alejandro, en 4e, représentait quant à lui sa sœur, absente et en déplacement à l'étranger lors de cette remise des prix. Elle a réussi le baccalauréat avec une mention très bien, de très bonnes notes, on est tous très fiers d'elle et moi je suis en 4e. Est-ce que tu veux suivre son exemple ? Oui, c'est comme un idole pour moi et j'aimerais bien réussir à avoir le niveau qu'elle a aujourd'hui. Faites-nous rêver, vous avez eu combien ? J'ai eu 19,22 en bac ES, donc voilà, de moyenne. Alors comment on arrive à de tels résultats ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, j'ai vraiment travaillé régulièrement. Et après j'avais des objectifs, je voulais vraiment avoir une mention pour moi et j'avais des objectifs d'être admise dans certaines universités qui étaient assez sélectives, donc voilà. Là, je pense qu'il n'y a plus de soucis à se faire. Voilà, c'est pour ça maintenant je suis admise là où je voulais être admise. Et si 100% des candidats du lycée Albert Ier et du lycée François d'Assise Nicolas Barré ont été admis au baccalauréat général, ce sont 202 mentions qui ont été obtenues. Et ce sont des mains du directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, et du conseiller de gouvernement pour l'intérieur que ces brillants bacheliers ont été honorés. Je suis très fière de nos élèves, bien entendu. Je remercie énormément le conseiller de gouvernement pour l'intérieur qui m'aide dans toutes mes missions, bien entendu le soutien du gouvernement princier. Nous avons de gros moyens pour venir en aide aux enfants, même en difficulté, mais ce qui me fait plaisir, même si ce soir nous avons voulu récompenser les élèves les meilleurs, ceux qui ont une mention très bien, c'est-à-dire plus de 16 de moyenne, je suis très heureuse aussi que les élèves qui étaient en difficulté
aient pu aussi réussir tout à fait honorablement leur baccalauréat. Donc là, si vous voulez, c'est le sentiment d'avoir pu aider tous les élèves. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse et satisfaite. On ne réussit pas de tels scores par hasard. Il y a l'investissement des élèves, bien sûr, qui est à saluer, qui est à féliciter, tellement c'est incroyable. Mais c'est aussi le fruit du travail des enseignants, de l'ensemble de la direction de l'éducation nationale qui est très attentive à ce que tous les élèves, quel que soit un petit peu leur potentiel, soient accompagnés tout au long de leur cursus scolaire pour arriver à ces examens, préparer le mieux possible et pour qu'ils puissent obtenir et décrocher ces examens. Donc il y a deux signes, si vous voulez, qui sont importants. C'est ce taux de réussite qui frise ou qui touche les 100%, mais c'est également le nombre de mentions que nous décrochons, enfin que les élèves décrochent, et qui est quand même très très important et qui montre l'investissement de tous pour arriver à ces résultats. Les résultats du diplôme national du brevet sont également remarquables puisque le taux de réussite avoisine les 99% avec 310 mentions obtenues, dont 60 très bien. Nous ouvrons une page artistique et nous débutons avec une exposition de groupe que propose la galerie L'Entrepôt tout au long de l'été. Le travail d'une dizaine d'artistes y est présenté. Toutes les œuvres sont une illustration de ce que l'on appelle l'art brut. Les explications de Patricia Navarro et Serge Prémont. Des lettres, des prières, des fragments de discours, des messages chamaniques, la galerie L'Entrepôt accueille une exposition de groupe entièrement dédiée à l'art brut. Des artistes sud-américains, américains ou européens sont représentés. Les œuvres proviennent de la galerie parisienne Christian Berst. L'art brut, c'est l'art sans le savoir, l'art sans l'intention quelconque de présenter la création. Et c'est Jean Dubuffet qui a donné cette première appellation. Et donc ce sont des gens qui créent tout simplement parce que c'est en quelque sorte leur tripe, leur esprit, leur démesure, leur envie qui couche spontanément sur une feuille sans aucune autre perspective que de passer éventuellement à une autre feuille. C'est vraiment la rencontre, j'allais presque dire, c'est la rencontre de l'inconscient entre effectivement la folie et le génie. Et où est la différence ? Les artistes exposés sont des personnes qui, pour la plupart, sont actuellement hospitalisées dans des services psychiatriques. L'un d'eux, Hannibal Brizuela, est interné depuis des années en Argentine et communique peu avec le monde extérieur. Ses œuvres sont des messages qu'il laisse en différents endroits de l'hôpital. Un autre, Pepe Gaëtan, passe ses journées dans des bibliothèques où il sélectionne des textes. Joseph Hoffner, lui, ne parle pas, mais s'exprime par le dessin. Leur origine, il ne faut pas le masquer. Une partie sont traitées mentalement. Mais ce n'est pas la perspective unique. En réalité, chacun travaille et crée sa propre mesure du monde, sa propre démesure du monde. C'est son inconscient qui travaille sans aucune préoccupation, comme je le disais. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose, c'est que l'art brut, si j'ose dire, fait sa place au soleil maintenant, car il rentre dans les collections des grands musées internationaux, le MoMA, le Centre Pompidou, de Tête moderne à Londres. Et donc c'est quelque chose qui rentre vraiment dans l'univers des collectionneurs aussi. Ces témoignages poétiques d'art brut sont exposés jusqu'à la fin du mois de septembre à la galerie L'Entrepôt, dont le propriétaire des lieux, Daniel Boeri, insatiable esthète, vient tout juste de recevoir le titre de docteur honoris causa en philosophie de l'Académie brésilienne. Vous avez très certainement aperçu ces créations lors de grands événements en principauté. Mario Amégé est un sculpteur sur glace. Et bien depuis près d'un an, il s'est lancé un nouveau défi, réaliser des créations en bronze. Patricia Navarro, Orazio Gaggino et Eric Pocoy l'ont suivi dans cette nouvelle aventure. Il cumule les titres de champion du monde dans sa discipline, la sculpture sur glace. Pas un événement en principauté sans que ses créations ne viennent agrémenter des décors de fête.
Mario Améger vient de prendre un nouveau chemin. Après des années à voir ses sculptures éphémères fondre, il a décidé de se lancer dans la réalisation de structures en bronze, mais n'abandonne pas pour autant cette matière qu'il affectionne tout particulièrement, la glace. À force d'attendre dire tu sais pas sculpter autre chose, tu vois pas que ça fond. Et bon, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce qu'il fallait aussi que ça vienne de moi. Et avec la rencontre de mon nounours, Mathéo, eh bien, j'y suis arrivé. Vous aviez au fond de vous cette frustration de voir vos créations disparaître ? Non, pas du tout, ça ne disparaît pas. Comme l'a aussi bien dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible. Donc on l'a toujours dans le cœur. Et pour cette nouvelle orientation dans sa vie, Mario est épaulé par un sculpteur renommé, Mathéo Mornard. Il l'accueille dans son atelier du quai Antoine Ier et lui prodigue de précieux conseils. Regarde, ici. Je sens qu'il a envie de sculpter et que c'est sa passion. Et quand je peux aider des jeunes ou des moins jeunes à faire ce qu'ils ont envie de faire, je suis très heureux. Est-ce que vous étiez admiratif au départ de son travail sur la glace ? Tout à fait, tout à fait. Et moi, je ne pourrais pas le faire. Donc vraiment, j'aime ce qu'il fait, mais je voulais qu'il aille plus loin. Et je suis sûr que dans peu de temps, on va parler de lui comme sculpteur de toutes les matières. Depuis plusieurs mois, Mario Améger travaille sur sa première œuvre massive. Il met actuellement la dernière main à la base de cet impressionnant gorille qui est un clin d'œil à ses origines togolaises et à son engagement en faveur de l'environnement. Je vais dire, à la place de ce gorille, j'en ai marre de voir les hommes oublier les primates. Donc c'est le résultat de ce travail. C'est pour dire encore une fois, pour laisser l'animal le dire lui-même. Le gorille représente la sagesse et le bonheur. Et c'est vraiment la famille par excellence, de par sa manière de procréer. Et c'est notre histoire, le gorille. Viendra ensuite l'étape de la réalisation du moule, puis de la matérialisation de l'œuvre en bronze. Mario Améger sera alors arrivé au terme de ce premier challenge qui marquera aussi officiellement le début de sa nouvelle vie de sculpteur sur toutes les matières. Et oui, le bronze, ça fond légèrement moins que la glace, surtout l'été. Ça me donne l'occasion de vous présenter la météo de ce week-end. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Jeudi, du soleil le matin et des nuages dans l'après-midi avec un risque d'averses orageuses en fin de journée ou dans la nuit. Les températures varieront entre 23 et 27 degrés. Vendredi, du soleil et rares nuages. Les températures sont proches des normales de 23 à 28 degrés. Samedi, même chose, un large soleil et des températures qui grimpent, comptées de 24 à 29 degrés. Et enfin dimanche, un beau ciel bleu et des chaleurs de plein été. Il fera de 25 à 29 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.